Et bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 22 du Fougou, le podcast magique un peu piquant. Et cette semaine, comme d'habitude, j'accueille avec moi au micro Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Alors dis-moi Vincent, pour ce numéro, qu'avons-nous au programme ? Eh bien aujourd'hui, on vous a préparé un épisode avec plein de tours, avec des noms compliqués à prononcer. Donc excusez d'avance ma langue qui va fourcher. Et je vous propose qu'on démarre ce podcast avec un premier tour de petit paquet qui s'appelle Ishihara Test de Liam Levanon. On ira ensuite du côté d'un tour, on va dire, avec un paquet de cartes entier, mais pas vraiment des cartes, qui s'appelle Fusion Mosaïque de Phil Smith. On enchaînera avec les news magiques. On a quelques infos à vous partager, surtout Olivier qui a fait un travail de recherche et d'investigation poussé. Ensuite, on ira sur Double Crossed. Alors, pas double cross, le tour bien connu avec un Sharpie, mais un tour de Daryl avec des cartes et un voyage de cartes notamment. Et enfin, on terminera avec le tour le plus compliqué à prononcer de cet épisode, qui s'appelle Dr. Nevin's Psychic Testing Cards de Dead Rebel. Je vous propose qu'on commence tout de suite par le tour de petit paquet Ishihara Test de Liam Levanon. Olivier, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce tour ? Si vous n'avez pas vu le tour, en tout cas, vous connaissez les dessins. C'est un test qui est très connu, pas de par le nom, mais vous l'avez certainement fait lorsque vous étiez à l'école pour tester votre vue et notamment si vous avez des problèmes de daltonisme. J'ai fait des recherches parce que figure-toi que je ne connaissais pas ce nom. Voilà ce que j'ai trouvé. Le test chromatique d'Ishihara est un test pour déceler les déficiences des teintes rouges et vertes. Il fut nommé d'après le nom de son inventeur, le docteur Shinobu Ishihara. Il est né en 1879 et décédé en 1963, professeur à l'université de Tokyo et qui a publié ses tests pour la première fois en 1917. Maintenant qu'on a expliqué d'où venait le nom, de quoi s'agit-il ? Ce sont des cercles qui sont composés de points multicolores et à l'intérieur de ces cercles, il y a des chiffres. Généralement, c'est des chiffres, mais ça peut être autre chose à distinguer qui sont... là, la première carte que j'ai, ce sont des points rouge, orange et jaune, et au centre, tu as des points verts et qui forment le chiffre 7. Et en fait, au total, tu as 6 cartes et tu te proposes de faire un test à tes spectateurs. Donc, ça les amuse généralement parce que ça leur rappelle des souvenirs et puis c'est une question qui peut paraître un peu incongrue et tu leur parles d'un test de couleur. Tu montres tes dos, tu éventailles tes dos et tu montres que tu as cette carte à dos gris. Tu insistes par rapport aussi aux couleurs de tes vêtements en disant regarde ma chemise de quelle couleur elle est bleue et tu poses en contraste tes cartes sur ta chemise. Tu fais ça avec plusieurs objets et tu montres la première carte. La première carte c'est celle d'instruction sur laquelle il y a ce cercle qui est composé de points gris et au centre des points orange qui forment le chiffre 16 et c'est assez facile à lire et tu expliques voilà bon ça c'est le but du jeu, il va falloir que tu puisses lire les chiffres qui vont apparaître. Donc les gens s'en amusent, tu montres la première carte, ils distinguent très facilement à moins que évidemment ils aient un problème visuel. Donc là ça c'est l'occasion de consulter C'est l'ophtalmo. ça. T'as deux bénéfices en un, tu les amuses et en plus tu leur permets de découvrir qu'ils sont daltoniens. Peut-être un petit moyen de se faire un billet en même temps. Donc tu présentes la première carte et avec la dernière, tu montres le tracé pour les aider. Comme ça, ils voient bien le dos de la carte grise. Et puis tu montres toutes les cartes une à une comme ça. Donc ils parviennent à faire le test avec succès. Donc tout le monde est heureux. Et là, tu leur expliques, mais en fait, je vous ai parlé d'un test de couleur. Avez-vous vraiment réussi à ce test de couleur? Alors évidemment, tout le monde va dire bah oui, j'ai bien vu les chiffres et tout. Vraiment, vous êtes sûr de quelle couleur étaient les dos? Alors bien sûr, les gens observateurs vont te dire bah, ce sont des dos gris. Et là, tu vas retourner les 5 cartes qui t'ont été utiles pour présenter le tour et tu vas montrer des dos de couleur. Alors tu as un bleu plutôt mauve, tu as un rose, un vert,
un orange et un gris. Et là, c'est quand même la surprise. Lorsqu'on m'a présenté ce tour, ça m'a amusé. Je dois bien t'avouer que moi, les tours de petits paquets, ce que j'aime pas, c'est quand tu prétends avoir 6 cartes, comme c'est le cas ici, et finalement en avoir beaucoup plus. C'est-à-dire avoir des cartes collées, c'est des choses qui me plaisent pas. J'avais hésité la première fois à l'acheter et lorsqu'on me l'a présenté une deuxième fois, je me suis dit: «Bon, beh, je suis intéressé, mais en fait, tout va dépendre du trucage». Et lorsqu'on m'a montré le trucage, j'ai dit: «Ah ouais, donc là, d'accord, OK». Parce que lorsque je vais donner les 5 dernières cartes au spectateur, il va pouvoir les avoir en main et il y a rien à voir. Ouais, les cartes n'ont pas de technologie particulière, Exactement comme on a l'habitude de dire. la carte sale, si j'ose dire, en fait, tu vas l'écarter au départ parce que c'est celle qui donne les instructions. Donc a Mmh. priori, elle a plus de raison d'être pour le restant de la routine, donc tu peux la mettre à l'écart. Ouais, J'ai un reproche à faire, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de cartes. C'est-à-dire que quand tu ouais. fais passer le test, hormis la carte d'instruction, bah, il te reste plus que 5 cartes et ça passe relativement vite. J'aurais aussi aimé peut-être que les chiffres soient peut-être un peu plus difficiles à lire pour que les spectateurs y passent un petit peu plus de temps. Mais la révélation finale est assez surprenante et comme tu peux tout donner à examiner, bah, en fait, c'est ce qui m'a vraiment convaincu et puis ça change des éternels, choisissez une carte, je l'ai perdue, ah, je l'ai retrouvée. Puis c'est très coloré comme tu le vois. Alors, moi, je dois bien t'avouer que quand tu me l'as présenté, j'ai eu du mal à percevoir, l'intérêt du truc et en fait, Mmh. après coup, en essayant de comprendre, le tour et pourquoi est-ce qu'il pouvait être intéressant, ce que j'avais pas tilté quand tu me l'as expliqué au début, parce que tu me l'as pas fait, tu me l'as juste expliqué, c'est le côté qu'on voit les dos des cartes au début. On voit Oui, le dos des cartes puisque tu montres les cartes éventaillées avec tous c'est les ça, dos ouais. gris et c'est en fait, c'est ça et c'est ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que en fait, les gens ont vu le dos des cartes, de toutes les cartes et finalement, ces dos sont pas de la couleur qu'ils ont vue. Ils ont Mmh. pas vu qu'un seul dos parce au début, je me suis dit: «Ah, c'est quand même un peu, fumeux» parce qu'en gros, tu montres, tu montres un dos et puis après tu dis: «Ah bah, en fait, tous les dos, ils sont différents». Bon, c'est un peu limite. Mais dans les faits, les gens ont vu tous les dos et c'est ça qui est intéressant. Je trouve que le point vraiment à retenir de cette routine, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est une routine qui est très rapide, qui se fait, en quelques, on va dire, 2 minutes, on va minutes. dire. Ouais, voilà, ouais, à peine 2 minutes à mon avis, c'est bâché. Bon, il faut l'explication, il faut tout ça. J'ai envie de dire que c'est une bonne introduction pour partir sur autre chose. Je pense que tout seul, c'est un peu limite, mais il faut imaginer ça comme quelque chose qui va happer les spectateurs et qui va les emmener, vers quelque chose d'autre. Mmh. Donc moi, je trouve que c'est intelligent effectivement, tel que tu l'as montré, c'est rapide, c'est facile à faire, c'est vraiment pas Oui, c'est compliqué. extrêmement simple. Combien ça coûte, Ishihara Test? Eh bien, ça doit coûter moins de 24 €. Dans les 23 €, il me semble. Oui, alors 23,50 € pour être, précis, en tout cas dans le magasin que je fréquente. Voilà, c'est un petit prix, tout est relatif, hein, c'est pas 8 € non plus, mais c'est plutôt original, ça change des tours traditionnels et pour, rebondir sur ce que tu disais, tu commences, avec, une carte face en bas, tu fais un petit étalement et donc là, on peut constater qu'il y a vraiment les 6 dos. Et c'est bien fait parce qu'ils sont pas tous positionnés de la même manière, tu vois? Les espacements sont différents. Voilà et je pense que c'est ce qu'il faut travailler au départ, c'est cette présentation sur le thème du daltonisme, de la différenciation des couleurs, et justement, je pense que c'est peut-être ce qui va rendre cette routine un tout petit peu plus compliquée que ce qu'elle n'est en réalité, à savoir, techniquement, il y a rien à faire. On est tous d'accord que c'est très, très Non. simple, tout le monde peut le faire. Par contre, il faut être suffisamment bon dans son storytelling, dans sa façon de le présenter, de l'amener, pour que justement ça fasse pas: «Eh regarde, j'ai des dos gris. Eh regarde, j'ai des dos gris. Eh regarde, j'ai des dos gris». Voilà, Il faut que ça soit suggéré, faut que ce soit subtil, voilà, c'est ça. subtil, exactement. C'est peut-être, oui, la partie la plus difficile parce que techniquement, comme tu le disais, on pourrait rajouter un comptage optique, mais je pense que ça serait lourd, très lourd.
Ah Et oui. d'ailleurs, dans la vidéo dure, une vingtaine de minutes. Alors il y a la présentation, il y a les explications, mais c'est somme toute assez rapide. Il a une façon de tenir ses cartes pour rendre ses mouvements soi-disant plus fluides, mais je suis pas vraiment convaincu. C'est des tenues au bout des doigts qui sont pas très naturelles ou en tout cas peu utilisées en magie, donc je préfère, les tenues plus classiques. Mais bon après c'est un choix, c'est à vous de voir, quoi. Oui, je pense qu'après, chacun va trouver sa méthode. Quand tu as compris à peu près le concept de la méthode, t'es pas obligé d'avoir la même tenue que lui. Tu as plein de tenues possibles pour arriver au même résultat qui sont plus ou moins plus simples que celles qui sont proposées. Ouais. Alors peut-être j'y pense maintenant parce que c'est vrai que le daltonisme, c'est peut-être pas, un sujet qui prête à sourire ou que tu as envie d'aborder comme ça, mais dans une soirée ou dans un cocktail, vous vous souvenez de ces tests d'enfance? Tout le monde te dira certainement oui et bah, tiens, on a trouvé une autre application, c'est pour, tester votre niveau d'alcoolémie. Ils sont tout heureux d'avoir réussi, puis à la fin, hop, tu dévoiles, toutes les cartes ont changé, ils ont rien vu. C'est peut-être, une, façon d'aborder le sujet de manière plus légère. Jouer sur les illusions d'optique aussi. Bah voilà, je vais vous présenter des illusions d'optique, faut réussir à voir ce qu'il y a à voir de caché au sein de cette image. Bon, au final, c'est très facile, mais en fait, l'illusion d'optique, elle n'était pas là, elle était sur le dos des cartes. Enfin, on peut y apporter, je pense, des choses, pas forcément que sur le daltonisme, même si, à mon avis, le daltonisme, c'est pas non plus un sujet très touchy. Même s'il y a un daltonien dans la salle, il va pas se sentir offusqué, quoi. Ça vient de chez Pingouin. Pas il y a Penguin, il y a Pingouin et comme à leur habitude, c'est vendu dans un petit sachet avec une carte et puis, un morceau de carton qui fait, guise De d'emballage. pochette. Ouais, c'est assez pauvre, mais bon, pour le prix, ça passe. Les cartes sont de bonne qualité. Au niveau qualité, il y a pas à se plaindre, généralement, de ce que produit, Penguin. Ouais, je pensais, à ce moment-là, continuer sur un sujet qui est quand même assez proche de l'illusion d'optique avec, la production de Phil Smith. Fusion Mosaïque, qu'est-ce que c'est? Un jeu de cartes, mais photographique. Alors, photographique ou je pense que c'est photographique le bon mot. Il y a 54 cartes qui sont toutes des photos ou images créées par l'intelligence artificielle. Dans l'idée, ça peut être présenté comme un espèce d'élément en lien avec une agence d'art contemporain. En fait, l'idée, c'est de dire, c'est un jeu qui est en fait un jeu souvenir d'une exposition d'art contemporain et c'est la série de reproductions sous forme de cartes des œuvres qui étaient dans le musée. On va pouvoir, grâce à ce jeu, demander à une personne de prendre quelques cartes, lui demander de mémoriser une des images et de se représenter cette image dans sa tête. Et lorsque elle va penser à son image, le mentaliste, lui, va parcourir le jeu, hein, après l'avoir mélangé, après avoir fait tout ça. Il va ressortir du jeu quelques cartes qui lui semblent être la carte du spectateur, ou en tout cas l'œuvre que le spectateur a vue. Et donc, il va présenter au spectateur comme ceci, on va dire 9 cartes à peu près. Hein. Et le spectateur, en fait, va s'étonner parce que dans ces 9 cartes que le mentaliste aura, entre guillemets, sélectionnées, il n'y aura pas la carte à laquelle il pense. Et finalement, il va prendre les 9 cartes qu'il a montrées au spectateur, il va les poser sur la table face visible, et en les posant sur la table pour former un rectangle, de 3 par 3 cartes, eh bien l'image du spectateur va apparaître. Voilà l'effet proposé de base par Phil Smith. C'est malin, c'est original, c'est plutôt joli. Je trouve que ces cartes, elles ont pas du tout la tête de carte à jouer, donc pour le coup, c'est plutôt joli. L'illusion qui est proposée, puisque en fait, la figure que vous allez révéler de 9 cartes par 9 cartes, elle représente, on va dire, la carte à laquelle pense, mais pas de manière absolument identique. C'est une représentation qui reforme la carte. Donc en gros, c'est vraiment quelque chose qui artistiquement est intéressant, puisque pour le coup, on est dans l'univers des œuvres d'art. Donc c'est une œuvre d'art, et pour ceux qui ont l'occasion de faire quelques expositions d'art contemporain, il y a eu toute une mouvance, et il y a toute une mouvance de l'art contemporain où on voit des sculptures
qui sont composés de plein d'objets suspendus, posés au sol, et qui, lorsqu'ils sont vus de loin, ne représentent rien. Et quand vous vous mettez exactement au bon endroit et que vous regardez la composition de l'objet, forment une figure différente. On peut imaginer que là, ce jeu de cartes, ce soit exactement ça. C'est-à-dire que, en gros, les 9 cartes que vous présentez individuellement parlant, elles ne représentent rien, mais quand vous les assemblez et que vous les regardez dans le bon ordre, elles forment à ce moment-là l'illusion d'avoir l'image à laquelle vous pensiez. Et ça, je trouve que c'est très intéressant comme approche. Et là, sur ce tour, parce que je l'ai aussi, on sent vraiment la patte du graphiste qu'est Phil Smith. C'est Oui, c'est vraiment là où il excelle et en plus, c'est original. Moi, ça me faisait penser, peut-être dans d'autres mesures, mais ces visages qui sont composés alors je me souviens de cette image en particulier, c'était le visage de Yoda qui était composé de plein de petites images, tirées du film et qui mises toutes ensemble formaient le visage de Yoda. C'est un peu l'idée, quoi. on est sur le concept de mosaïque, vraiment, donc mosaïque de visage qui forme un plus grand visage. Pour ceux qui ont déjà vu les tours de Rubik's Cube aussi, qui vont, une fois empilés, former un visuel, on peut être dans cet univers-là aussi, hein. L'élément, par contre, distinctif, c'est que chaque image individuellement est une œuvre d'art différente en soi, en fait. Sur les 9 images que vous présentez, chaque image représente quelque chose de différent de l'image initiale. Si l'image à laquelle pense le spectateur, c'est un chien, bah vous allez présenter des images avec un vase, un arbre, une viennoiserie, enfin voilà, plein de choses. Donc rien qu'à voir avec un chien. Mais une fois mises toutes ensemble, ces images formeront le visuel auquel vous pensez. Et ça, je trouve ça assez bluffant et je trouve ça même magique en soi. C'est-à-dire que je trouve que le fait que des images qui n'ont rien à voir avec l'image initiale, une fois rassemblées, forment l'image de base, je trouve que rien que ça, c'est un élément vraiment intéressant. D'un point de vue de la méthodologie, si on doit parler un peu de méthodologie, tout le monde connaît Phil Smith, donc tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un marquage, c'est le cas. Il y a même plusieurs marquages sur les cartes. Il faut dire ce marquage est intelligent et vraiment bien fait. Il y a quelques cartes qui doivent être dans un ordre particulier, mais vraiment très très peu. La routine de base est extrêmement simple à faire. Dans les faits, il y a vraiment pas de technique à avoir. Et puis après, il y a pas mal d'astuces, il y a pas mal d'éléments qui ont été rajoutés, qui permettent d'aller un peu plus loin que la routine de base. Mais j'ai envie de dire qui sont pas forcément indispensables, la routine de base étant à elle seule déjà extrêmement forte. Tu as d'autres cartes, des doubles dos, tu as même une double face. Honnêtement, je me souviens plus. Il y avait l'image de la voiture parce qu'à un moment, vous avez soit une fleur, soit une voiture, soit un arbre, soit un chien que vous faites choisir et qu'il va falloir recomposer. Et dans une des cartes, il y a le chien qui est assis à la place du chauffeur de la voiture. Je sais pas si tu te souviens, celle-ci. Oui, ouais. Bah, en fait, il y a une carte qui permet de faire un double forçage et d'arriver avec le fait que, bah, effectivement, tu as forcé 2 éléments et en fait, tu avais prédit que la personne allait choisir les 2 éléments. Tu as une carte double face, je sais même plus pourquoi c'est, je pense que ça doit être une double sortie. Tu as des cartes double dos qui permettent de faire des changes. J'avoue que, bon, après, il y a beaucoup de choses. Ça permet pour certains d'aller faire quelques effets de magie aussi différents. Mais l'effet de base, pour moi, est l'effet qui justifie l'usage de ce jeu en fait. Il y a peut-être juste une chose à laquelle on peut être un peu attentif si on est magicien et qui m'embête, c'est la différence qu'il y a entre certaines cartes qui sont des cartes qui présentent en fait des éléments de détail et les autres cartes qui représentent des éléments beaucoup plus détaillés. Tu parles du chien complet et du chien à reconstituer? Oui, bah, en fait, les cartes qui servent à reconstituer, la carte à laquelle pense la personne sont des cartes qui sont constituées d'éléments qui sont des éléments, d'un élément plus grand qui a été découpé. En gros, on va De prendre, détail, en fait, une carte à un vrai ouais, détail. qui est un détail d'un élément qui a l'air d'être plus grand. Et en fait, le chien, lui, n'est pas un détail d'un élément plus grand, c'est un élément entier. C'est peut-être la seule chose qui pourrait être gênant sur ces cartes. Je comprends ton objection. Je me demande si vraiment les gens vont y faire attention. Je suis pas certain. Moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt l'approche, par exemple, on parle du chien ou même de l'arbre, hein, parce que je crois que c'est les 2 qui me plaisent le plus. Le chien, et je pense que c'est comme ça que Phil Smith le propose, c'est dire bon bah je suis pas certain, mais il y a cette couleur qui revient. Alors le chien est couleur fauve, donc tu sors tes 9 cartes que d'ailleurs
très facilement, grâce au marquage, tu peux mettre dans l'ordre correct, puis tu les Mmh. retournes une à une. Elle dit: «Bah, j'ai sélectionné ces 9 cartes parce qu'il y a un élément de couleur qui revient» et bien sûr, les gens voient pas forcément le rapport et quand tu rapproches les cartes, il y a ce moment de stupéfaction où même si ça correspond pas tout à fait au chien, l'ensemble, bah, tu reconnais, le chien évidemment. Ouais, bah, oui. Moi, ce qui me gêne le plus, en fait, pour le chien, en l'occurrence, il y a un élément qui fait tout de suite penser au chien, par rapport au reste. Ah, Autant une patte, ça se voit pas, autant la viennoiserie, fait pas penser au chien, mais à un moment, pour la gueule du chien, on voit, celle d'un ours en peluche, mais les gens à qui je l'ai fait, tout de suite, ils ont reconnu le chien à ce moment-là. ah, c'est marrant, c'est Ça t'est marrant. jamais arrivé, toi? Non, j'ai pas eu ça, mais ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que j'essaye de la revoir, mais oui, oui, je vois ce que tu veux Tiens, dire. regarde, je te la montre là à l'écran. Ouais, ouais, Alors ouais, les auditeurs le verront pas, mais et ça, c'est l'élément qui fait tiquer un peu les gens tout de suite. ouais. Mais c'est pour ça que le chien est pas forcément ma sortie préférée. Parce que je trouve ouais, il a ce côté, Trop évident peut-être? ouais, on peut arriver à le reconnaître. Je pense que c'est un très bon concept. Dans un autre style, hein, je vous avais parlé de Jumping to Conclusion où, tu as les idéogrammes ou les symboles, un peu de type ESP qui, une fois regroupés, laissent apparaître le mot choisi. Tu Mmh. vois, il y a cette, surprise, d'éléments qui, pris individuellement, veulent pas dire grand-chose et qui, une fois réunis, prennent tout leur sens. Au-delà de l'aspect magique d'avoir trouvé sa carte, il y a l'aspect magique de la faire apparaître, à partir d'éléments différents. Si on devait lui mettre un élément négatif, c'est peut-être son prix, puisque de mémoire, on est à presque 45 €. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai eu à 45, ouais. Ouais, et bah, ça fait cher, ça fait cher. Alors ça, c'est un petit peu la marque de fabrique de Phil Smith, mais on y reviendra un peu plus tard. Alors, cher, oui et non. Bon, après, c'est un jeu complet, c'est un jeu qui a été fait pour ça. Au niveau de l'emballage, c'est quand même pas mal parce que, les cartes sont contenues dans un petit étui, dans lequel étaient censées être vendues ces cartes, que tu as ramenées de ta visite dans un musée. Alors c'est drôle, il y a tout un tas de choses, hein, d'ailleurs, je m'aperçois, il y a des détails, il y a un QR code, je sais même pas si il fonctionne, derrière, mais c'est amusant. Ouais, le QR code amène vers, une révélation possible, en fait. C'est une des Ah! révélations, pour une partie de sortie multiple, donc quand on le fait flasher aux gens, on arrive sur une des sorties, possibles. Je m'en souvenais même plus, tu vois? Et puis le tout est contenu dans une belle boîte, 45 €, ça me choque pas, on a vu pire, hein. Puis c'est original donc tu sais, prendre un jeu radio, qui a été un peu, fluidé et qu'on te vend, 50 balles, ça me choque plus que ça. Ouais, je suis d'accord que c'est très original. En fait, c'est parce que j'arrive pas à en faire autre chose que ce pourquoi il est là, Mmh mh. que je dis ça. C'est que une fois que j'ai fait cet effet-là, je sais pas quoi faire d'autre avec. Je suis un peu sec dessus. D'ailleurs, je suis preneur, hein, si certains ont trouvé d'autres usages, à ce jeu. On me dira qu'il y a plein d'autres jeux qui valent beaucoup plus cher que ça et qui ne font que ce qu'ils doivent faire, certainement. Ça fait quand même 45 € un jeu, il faut le savoir, et c'est un jeu qui ne fera que ce pourquoi il est fait et qui le fera très bien. C'est important à savoir. Je pense que c'est suffisamment original pour qu'on ait envie de s'en servir, mais il faut être au courant de ça. Ouais, il y a juste que ça doit être présenté à un moment où tu as vraiment l'attention de tout le monde. Tu Ouais, fais pas ça en cocktail, c'est pas, tu vois? Tu ouais, oublies ça, il faut de c'est la place. Il faut de la ouais, place. il faut de la place, il faut forcément une table pour ça, déjà, Mmh, premièrement, faut le dire, c'est pas de truc qui se fait en main, ça ouais. n'aurait aucun sens. Il faut avoir de l'espace, il faut avoir du recul, il faut que la personne puisse prendre suffisamment de recul parce que peut-être qu'au début, elle va pas voir même lorsque tu vas commencer à assembler les cartes, elle va peut-être pas voir le dessin, mais en prenant un peu de recul, elle va s'en apercevoir donc il y a quand même des conditions particulières. Et si peut-être, petite subtilité, mais c'est la force, c'est la force des bons jeux marqués. Je trouve qu'il est plus simple de retrouver les cartes nécessaires pour, faire sa révélation face cachée que face visible. Ah oui, ah oui, oui, tout à fait, mais c'est vrai ce que tu dis. Parce que dans les faits, face visible, il faut s'entraîner un petit peu à retrouver les bonnes cartes, alors que, face cachée, il y a aucun doute. Non, mais c'est vrai ce que tu dis parce que il m'est arrivé de le présenter en cherchant les cartes face visibles
Et donc je sortais parfois plus que 9 cartes parce que j'avais un doute et en les posant face en bas pour les mettre dans l'ordre qui convient parce que là aussi, ça serait compliqué même face visible. Je me suis aperçu, je dis: «Ah non, ça c'est pas celle-là». Pour moi, c'est un jeu qui a pleinement sa place dans un «arsenal magique» entre guillemets, parce que c'est un tour original et maintenant vous savez, un peu mieux à quoi vous attendre si vous décidez d'investir, dans cette jolie création de Phil Smith. Si on restait sur Phil Smith, parce qu'on a quand même eu une actu qui est liée à Phil Smith, et c'est une surprise. Il y a quelque temps, on avait annoncé, on en avait parlé dans un épisode, je me souviens plus lequel, mais ça fait plus d'1 an déjà, la disparition des cartes DMC. Exactement, ouais, la fin des cartes marquées, de chez DMC. Je m'en souviens tout à fait. On avait été assez étonnés d'ailleurs, à l'époque, de découvrir que ces cartes, n'allaient potentiellement plus être, éditées. Même si on a très vite appris que finalement elles continueraient à être éditées, mais uniquement, par Phil Smith. Les DMC, c'est fini. Des accords financiers entre Drummond Money Coates, je sais jamais prononcer son nom, et Phil Smith, un différend financier ou un désaccord en tout cas a priori sur le prix des cartes. Et quelques temps plus tard, on voit débarquer les Elysian Duet qui reprennent le même marquage, parce que de toute façon, c'est le marquage de Phil Smith, mais qui ont un nom différent. Il y a même pas un mois, est-ce qu'on voit arriver 2 nouvelles DMC? Le design, en tout cas du paquet est le même. En revanche, eh bien, le tarot, lui, est complètement différent. Alors, c'est plus Phil Smith qui est à la manœuvre, mais c'est Lee Mackenzie. D'accord. Malheureusement, si l'idée est un peu la même de ce fameux marquage optique, il est différent et je vais insister dessus, malheureusement, il est extrêmement visible selon moi. Et je suis pas le seul à faire cette remarque. Toi, tu as vu les cartes aussi? J'ai vu les cartes aussi et j'ai lu pas mal de choses dessus et tout le monde est assez unanime sur le fait que, bah, oui, c'est pas très discret. C'est même plutôt très, très visible comme type de design. Je les ai vus sur des images, qui ont été diffusées, d'ailleurs qui se trouvent, avec le produit en vente, hein. On voit l'étui, on voit les dos, donc ce sont des images qui sont accessibles. Tu vois Mmh. très bien le marquage, que ça soit la Ouais. famille ou la valeur et récemment, il y a eu un unboxing du Petit Magicien. Ils ont montré les cartes alphabétiques. Rien qu'en regardant le dos, j'ai clairement vu ce que c'était. C'est quand même assez gênant. Le seul point positif, c'est le prix. Parce que autant les Elsian Dubuet étaient à 22 €, celles-ci, elles arrivent en boutique. Alors, tout dépend des boutiques, mais moi, je prends toujours les prix les moins chers, hein. On est à 11,95 €, donc moins de 12 €. Sur les boutiques les plus chères, on va être sur du 15 € ou quelque chose comme ça, mais effectivement, ça reste un jeu marqué abordable. En parlant de jeux, marqués abordables, avec un marquage certainement, bien meilleur, on peut parler de My Power Deck de Jordan Victoria. Et on a une double raison d'être satisfait, c'est aussi une création française. Et ça, c'est quand même assez, rare pour le noter et en être satisfait. Exactement, c'est une création française. C'est en plus de ça un jeu qui ressemble beaucoup plus aux jeux qu'on a l'habitude d'utiliser puisque c'est du made and back. Alors c'est pas Ouais. du rider back, mais c'est du made and back. Clairement, c'est pas la même chose, mais c'est quand même beaucoup plus proche. De là à dire que le dos des DMC ou des Elysian Duet fait trop bizarre, bon, peut-être que ça sera un peu abusé de dire ça, parce qu'il y a vraiment, moi qui suis collectionneur de jeux, je sais qu'il y a énormément de jeux différents, mais c'est vrai que c'est un style de dos qui est beaucoup plus proche des cartes à jouer standard. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est plutôt pas mal. Et il faut aussi garder en tête le fait qu'il y a d'autres techniques ou astuces qui ont été ajoutées à ce jeu qui le rendent extrêmement intéressant à utiliser. Notamment, je trouve que la position du marquage est extrêmement intéressante. Je trouve que le fait que le jeu soit avec un dos asymétrique, c'est extrêmement intéressant aussi. Ça permet vraiment d'utiliser ce jeu, j'ai envie de dire au quotidien, et d'avoir une très belle lecture directe. Comme tu l'as dit, ce jeu a un vrai apport, c'est, son asymétrie qui fait que tu fais choisir une carte, tu es même pas obligé de la regarder. La carte est remise dans le jeu, tu peux mélanger et au moment où tu étales, tu vois tout de suite la carte qui a été choisie alors que tu la connaissais pas avant et c'est à ce moment-là où tu en prends,
connaissance, tu prends l'identité de cette carte. Je crois que ça, c'est un véritable apport. Tout à fait d'accord avec ça, c'est un bel apport, je trouve qu'on pourra dire ce qu'on veut sur la position du marquage, ça reste pour moi, certainement la position de marquage la plus efficace, dans plein de conditions. Alors, Mmh. tout le monde sera pas d'accord avec cette affirmation, mais c'est quand même hyper pratique. C'est un marquage, qui permet d'être lu, à l'étalement en main, à l'étalement sur table, enfin très, très facilement. Il y a cette symétrie qui permet, effectivement plein d'effets, très, très sympas et très efficaces. Mais à ce prix-là, c'est un jeu que tu peux utiliser au quotidien, sans trop te poser de questions parce que 11,50 €, tu te dis: «Bon, c'est pas si grave que ça si, il manque une carte dans mon jeu, quoi». Les anciennes DMC à presque 25 €, même les Butterfly là. Ah, là, quand tu as un jeu qui est entre 25 et 30 € et que, bah, tu flingues une carte parce que tu l'as fait signer, bon, Voilà, c'est bah, ça, ouais. ça commence Sans même penser ça à la commence déchirer, rien que la faire signer, ça fait un peu mal. Quand en plus, tu as, une vidéo et qui te donne quelques routines. On te lâche pas à l'aventure, avec ton paquet de cartes marquées. Donc c'est plutôt, une très bonne nouvelle. Au chapitre des mauvaises nouvelles, c'est pour nos amis, ballooneurs. Cet été, à la mi-juillet, on a appris, la liquidation de Qualatex, marque emblématique s'il en est pour, tous les professionnels, du ballon et de la sculpture sur ballon. En fait, alors, ce que j'ai découvert, c'est que Qualatex, c'est une filiale d'un groupe plus important qui s'appelle le groupe, Pioneer Balloon. Et en fait, ça fait déjà un moment qu'ils sont en difficulté parce qu'ils se sont déclarés, aux États-Unis, c'est un peu différent de la France, mais ils ont un système, ils appellent ça le Chapter 11. Ça pourrait ressembler à un plan de sauvegarde en droit français. Ça date d'octobre 2023. Ah oui, donc à un moment, ouais, c'est clair. Et donc, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les créanciers peuvent pas réclamer leur argent. En contrepartie, l'entreprise, doit s'engager à restructurer. Et les créanciers, alors ce qui est drôle, c'est qu'ils ont un droit de regard, ils ont le droit de voter et dire on accepte ou on n'accepte pas. Mais en même temps, s'ils acceptent pas, on passe à la phase suivante. Et la phase suivante, c'est la liquidation. C'est la Donc, liquidation totale, ouais, donc ils perdent tout. ouais, donc généralement, ils acceptent. Ils donnent la chance. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que donc ils avaient, les sociétés ont entre 4 et 18 mois pour se réorganiser, payer leurs dettes, avant de passer à ce fameux Chapter 7 qui est en fait, la banqueroute, hein, et la liquidation, de l'entreprise. Et c'est ce qui est arrivé donc, en juillet 2024. D'après ce que j'ai lu, ils se sont jamais remis de la crise du Covid. Les artistes ne travaillant plus, ne consommant plus de ballons, plus d'événements, plus de fêtes, plus rien. Donc voilà, l'activité s'est effondrée et ils se sont jamais remis. Et voilà. Et en 2024, on en est à la fin de cette entreprise. Comme la nature, mais surtout l'économie a horreur du vide, on a quand même des remplaçants. Il y a plusieurs noms qui circulent, mais a priori, les boutiques ont fait leur choix et on se dirigerait plus vers Sampertex, qui serait le nouveau fournisseur de tous nos amis ballooneurs. Au niveau des disparitions, alors c'est pas vraiment une disparition, mais la nouvelle aussi, c'était le rachat de Big Magie par Marchand de Trucs. D'ailleurs, je ne crois pas qu'on en ait tant parlé que ça. C'est plutôt du domaine du peut-être pas du secret, mais dans le business, on aime bien la discrétion, donc c'est quelque chose sur lequel on reste discret. La SARL Big Magie a disparu au profit de Big Magie Productions. On voit des communications croisées avec des produits proposés ou mis en avant par Big Magie, qui sont aussi mis en avant par Marchand de Trucs. Donc même si on n'en parle pas vraiment, on commence à ressentir qu'il y a des échanges, il y a des produits communs, quoi. À noter que Big Magie, c'était ceux qui avaient repris Arteco à l'époque. Ce qui nous importe, entre guillemets, pour nous consommateurs, c'est qu'on ait toujours des espaces pour pouvoir racheter. Alors c'est vrai que quand il y a de la contraction sur le marché et qu'il y a de moins en moins d'acteurs, même s'il y a toujours autant de boutiques, ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait moins de concurrence au niveau des prix. Donc ça peut être quelque chose qui est à surveiller à l'avenir. Et enfin, pour terminer sur, une information dont on parlait, au dernier épisode, pour le site d'Axel Eclos, il est bien donc l'endroit où vous pourriez éventuellement aller le voir parce qu'on parlait de ce magicien, c'est bien à Berlin. L'adresse est bien sur, mon site toutelamagie.com. Et en fait, je me suis rendu compte que l'ancien nom, c'était le Close Up Club et c'est devenu, le salon Der Wunder. Donc si un jour vous êtes à Berlin, sachez que Axel Eclos, se produit à Berlin et que c'est, un endroit où vous pouvez éventuellement, le voir, se produire.
et du coup voir de la magie en live. Et ça, c'est toujours bien d'aller voir de la magie en live, donc n'hésitez pas. Je te propose qu'on enchaîne, après cette petite série de news, sur un nouveau tour, Double Crossed de Daryl. Ça fait partie de cette collection de tours que Murphy's Magic a décidé de rééditer, en fait, des classiques de Daryl. Et là, on a affaire à, on va appeler ça un voyage de cartes. C'est vraiment 2 cartes qui passent de la main du spectateur à votre main. En gros, le principe est le suivant, vous avez un jeu de cartes, vous proposez au spectateur de compter 20 cartes en les comptant dans votre main. Une fois que vous avez ces 20 cartes, vous lui en donnez 10, vous en gardez 10. Vous lui demandez de mémoriser une carte parmi celles qu'il a dans ses mains. Et puis, il va refermer son petit paquet de 10 cartes, l'emprisonner dans ses mains, et vous allez pouvoir magiquement prendre une première carte, l'extraire, la mettre dans votre main, et une deuxième carte, l'extraire, la mettre dans votre main. Donc, simplement en mimant le geste d'extraire une carte, vous allez lui dire, bah, maintenant, il manque 2 cartes dans ton jeu. Est-ce que tu as senti quelque chose? Bien entendu, la personne vous dira, non, je n'ai rien senti. Vous allez lui demander à nouveau de compter ces 10 cartes et il n'y en aura plus que 8. Et lorsque vous allez compter les vôtres, il y en aura 12. Lorsque vous allez lui montrer les 8 cartes qu'il a en main, il n'y a plus les cartes auxquelles il pense. Et lorsque vous allez lui montrer les 12 cartes que vous avez, il y aura bien les 2 cartes auxquelles il pensait. Donc en gros, très simple, très pur, assez facile à faire. Tu as dit que le spectateur avait les cartes en main. Oui. Il peut vraiment avoir les cartes en main? Il a vraiment les cartes en main. Quand je dis avoir les cartes en main, c'est les éventailler dans ses mains et les regarder. Non. Alors non, D'accord. il éventaille pas les cartes dans ses mains. Il a les cartes dans ses mains. Il mémorise une des cartes, tu les mets dans ses mains et tu lui demandes de les emprisonner. C'est exactement ça qui se passe, si on veut être plus précis. Non, parce que là, je me suis dit, il y a un truc qui m'échappe, mais maintenant, je le comprends mieux. Quand tu m'as expliqué, je me suis dit, mais alors, Princess Card Trick, mais quelle est la différence? Quel est l'avantage? Et alors déjà, il y a 2 cartes au lieu d'une. Et ensuite, là où j'ai compris l'intérêt, c'est en voyant les cartes, et j'ai dit: «OK», parce que non seulement la carte du spectateur va disparaître, ou les cartes du spectateur vont disparaître, leur image, mais aussi physiquement, elles vont disparaître. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est ça, c'est que les cartes disparaissent visuellement et matériellement. Quand il va soulever sa main et qu'il va compter ses cartes, eh bien, il y aura bien plus que 8 cartes dans ses mains. Et c'est lui qui fait l'action de compter les cartes. Donc dans les faits, il se doute bien que une fois qu'il aura compté 8 cartes, bah, c'est qu'il s'est passé quelque chose, puisqu'il a bien vu qu'auparavant, il avait plus de cartes que ça dans les mains. Vu que c'est lui qui les compte au début, et c'est lui qui les compte à la fin. Donc ça, c'est assez bluffant pour lui. Si on devait donner un point positif, enfin un ou des points positifs, parce que finalement il y en a plusieurs, le premier point positif que je verrais, c'est que ça se passe dans la main du spectateur. Et c'est le spectateur qui fait une grande partie de la routine. Dans les faits, il y a quelques éléments qu'on fait pour lui, mais ces éléments sont assez furtifs, et donc on peut assez rapidement oublier ça. Tu vois, quand tu m'as demandé, mais est-ce qu'il peut éventailler les cartes dans les mains? Dans les faits, il y a de grandes chances qu'il ait oublié que c'est pas lui qui les avait éventaillées, en fait. Parce qu'il fait beaucoup de choses, parce qu'il se passe beaucoup de choses pendant cette routine-là. Le deuxième élément très positif, au-delà du fait qu'il fait et que ça se passe dans ses mains, c'est le fait que vraiment la disparition des cartes se fait sans manipulation par le magicien. Au moment où il montre les 10 cartes au spectateur, et au moment où il les pose dans la main du spectateur, il n'y a pas de manipulation, c'est très très net, tout se fait du bout des doigts, il n'y a vraiment aucun... on ne fait pas de comptage, on ne fait pas de recomptage, rien. On montre 10 cartes, on ferme l'éventail de 10 cartes, on pose cet éventail de 10 cartes, et ensuite, il n'y a plus rien à toucher et les cartes disparaissent. Et puis, le dernier point, le fait d'avoir le double crossed dans son jeu nous permet quand même de poursuivre avant de passer à autre chose. Donc, c'est un
tour qui demande d'avoir un jeu complet, mais qui permet quand même de faire autre chose que simplement cet effet-là. T'as combien de cartes qui sont fournies avec ce tour? Parce que généralement, les tours dont tu parlais, ressortis par Murphy's, c'est dans des petites enveloppes et t'as maximum une dizaine de cartes. Là, on a combien de cartes qui sont fournies? On doit être à peu près à ça. On a 8 cartes de fournies en fait. D'accord. Et ça coûte combien ce tour? On est à 35 €. Autant on trouve pas mal de tours disponibles de Daryl, autant celui-ci, il est presque épuisé partout. Alors c'est possible qu'il soit épuisé à plein d'endroits. Le fait qu'il soit plus disponible partout peut assez bien s'expliquer par le fait que je trouve que l'impact de ce tour est vraiment très fort. Mmh. Euh, le fait de compter des cartes dans la main de quelqu'un et que ces cartes disparaissent de sa main, c'est assez fort. Et donc je pense que c'est pas étonnant qu'il soit bien vendu. Et je sais pas pourquoi alors, est-ce que c'est, peut-être le problème du prix? Parce que les autres tours, tournent entre les 12, 25 € et celui-là d'un seul coup, on sait pas pourquoi, pouf, on franchit une Ouais. étape. Et est-ce qu'il y a des boutiques qui ont hésité à le mettre en stock? Dans les boutiques que je fréquente, je l'avais jamais vu. Ce qui explique, selon moi, le prix, c'est que, contrairement aux autres tours comme le Princess Card Trick, qui utilisent un principe de carte qui est assez répandu, dans celui-ci, sur les 8 cartes qui sont finalement des cartes assez classiques hein, en magie qu'on utilise souvent dans les Princess Card Trick, il y en a 2 sur les 8 qui sont très différentes et qui, à mon avis, du coup, sont beaucoup plus chères à produire parce que, à mon avis, elles n'ont été produites que pour ce tour, en fait. Je connais pas d'autres tours qui utilisent ce type de trucage. Il y avait un trucage pas si loin que ça sur les cartes qu'utilisait Max Maven dans Shinkenzen, il me semble. Mmh. Trucage qui était pas loin, mais qui était pas exactement celui-là. Ouais, non, c'est Donc pas sûr, ouais. forcément, quand tu as des cartes avec des trucages très particuliers, bah, ça augmente les prix parce que il faut les tirer, il faut les faire tirer avec un nombre d'exemplaires minimum pour que ce soit possible et donc ça augmente foncièrement le tarif. Après, fondamentalement, c'est qu'une question d'impression, quoi. Je veux dire, Mais je pense que comme le volume est plus faible, le prix est plus fort, tout simplement. mmh. En tout cas, pour 40 balles, j'arrondis, je pense qu'ils auraient pu fournir un jeu à 3,50, 4 € avec, quoi. Ils auraient pu fournir l'ensemble. Très clairement, là-dessus, on sent qu'ils ont fait de la petite économie en ne fournissant pas le jeu avec. Petite économie qui leur permet aussi d'avoir un packaging beaucoup plus plat et beaucoup plus simple à envoyer, enfin pour plein de raisons. Mais dans les faits, oui, clairement pour ce prix, ils auraient pu se mettre un jeu, parce que c'est du Rider-Back classique, hein, donc ils auraient très bien pu mettre un jeu à disposition complet avec l'ensemble des éléments qui allaient bien à l'intérieur. Bon, je sais pas comment c'est produit, je peux qu'imaginer, mais une planche de Bicycle, c'est, 52, 54, 56 cartes. C'est 56 cartes, Mhm. une planche normale. Donc ça veut dire que, vu toute la série de tours qu'ils ont sortis à la pelle, il suffisait d'imprimer, 3-4 cartes, parce qu'il y en a que 2 là, 2 spéciales sur une planche de 52. Tu vois ce que je veux dire? Tu répartissais tous les jeux truqués sur une plaque de 56 et tu les tournes à la pelle et il y a pas de souci, quoi. Bah, après, il y a aussi certainement le côté tendance. Enfin, on peut pas ignorer le fait qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de ressorties de tours de Daryl. Donc, à un moment donné, leur but, c'était certainement aussi que ce soit une opération qui leur permette de gagner de l'argent. Hein. C'est un domaine dans lequel, comme tout le monde, comme toujours et dans tous les autres domaines, tout le monde a besoin de gagner de l'argent et certains plus que d'autres. On peut challenger le prix, on peut challenger ce qu'on veut. Je sais pas. C'est l'hypothèse que j'ai émise parce que je sais que quand on tire des petites séries dans les jeux de cartes, bah, ça coûte très cher. Après, est-ce que c'est réellement la justification? Ça, j'en ai pas la certitude et j'en ai pas la preuve non plus. C'est une planche de 56 qui va être gravée et ça va tourner comme ça. Ils vont pas réduire les tailles des planches pour eux. Donc, c'est à toi de composer ta planche en disant: «Bon, bah, tiens, je veux produire tel jeu, tel jeu, tel jeu, tel jeu, avoir tel type de carte». Je comprends pas l'argument, économique, bon, à moins qu'il soit vraiment en eux et qu'ils aient fait 56, cartes, enfin 2 fois 28 cartes, identiques, ce qui serait vraiment ridicule. Mais pourquoi pas? D'accord, très bien. En tout cas, j'ai bien aimé je connaissais pas. Je connaissais pas ce trucage. Sur le moment, il peut choquer parce qu'on se dit: «Mais attends, il est un peu bizarre ce trucage».
Ouais. Mais en fait, il se justifie par le fait qu'il y en a 2 cartes qui vont disparaître. Et mine de rien, dans la vidéo explicative, qui est plutôt bien faite, hein, comme souvent avec Murphy's Magic, il y a une technique qui est apprise, une technique de comptage, qui est intéressante et qui peut être réutilisée dans plein d'autres effets plus tard. Donc un comptage qui permet de faire un faux comptage. Il y a la vidéo, plus les cartes, plus le tour et son effet qui est vraiment très fort. Pour moi, c'est peut-être un petit poil cher, mais ça reste un bon effet. Je te propose qu'on enchaîne avec notre dernier tour de l'épisode, le tour avec le nom le plus long du monde, Dr. Nevin's Psychic Testing Cards de Dead Rebel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, parce que ça fait partie de ces tours de Dead Rebel qui, encore une fois, font de l'œil assez rapidement quand on voit les photos, quand on voit le descriptif des tours. Tu peux nous dire un peu plus de quoi il s'agit? La recette est la même, hein. On prend un classique, on fait un habillage un peu ancien, il est livré dans une boîte, la même que The Con, une petite boîte en carton avec une étiquette ancienne, type catalogue victorien d'objets hétéroclites. Tu ouvres la boîte, tu as un compartiment satiné et à l'intérieur, un étui à cigarette. Et à l'intérieur de cet étui, d'un côté, la carte de visite du docteur Nevin, psychiatre. C'est pas n'importe qui. Avec son adresse, tu as 10 cartes. L'idée, c'est de reprendre la forme des symboles ESP. Donc, tu as une machine, je sais absolument pas ce que c'est, mais elle est rectangulaire, donc plutôt carrée. Tu as un ballon, une montgolfière, donc le cercle. Tu as des espèces d'éprouvettes, mais ce ne sont pas des éprouvettes. Elles sont en nombre de 3, donc ça forme les vagues. Tu as une croix, style reliquaire, un crucifix. Donc, évidemment, la croix. Et je pense que celle qui est et ça aussi, c'est un élément, il faudra qu'on en reparle, de la boussole, qui évoque évidemment l'étoile. Ça, c'est pour les cartes. Tu as une petite page ou une feuille qui est censée être une page de son journal, qui raconte un petit peu l'histoire et qui sert d'introduction pour la routine. Autant te dire que ça, je m'en passe. Alors, elle est assez bien faite, hein, mais bon, c'est en anglais et je me vois mal lire toute l'histoire, pour présenter ce tour. Oui, c'est dense, hein. Il y a quand même 5 paragraphes sur la page, j'ai l'impression. Ouais. Ça fait un paquet de trucs à lire, hein, j'ai l'impression. En fait, il y en a 4, mais oui, 4, ouais. Ça fait quand même beaucoup de trucs à lire pour juste présenter un tour. Ça me paraît un peu long. et je trouve pas que ça soit d'un intérêt capital. Tu as une photo du médecin. Mhm. Alors le reproche, alors c'est bien, ça apporte de la crédibilité, ça participe à l'histoire. En revanche, ce qui aurait été mieux, c'est de faire en sorte que la photo puisse entrer dans l'étui à cigarette aussi, plutôt que de la voir à l'extérieur. C'est peut-être, comme je dis toujours, un détail, mais j'ai pas envie de me trimballer avec la boîte en carton. Donc si je pouvais me contenter de l'étui à cigarette et qu'il puisse tout contenir, ça m'arrangerait. Le tour en lui-même. Tu donnes 5 cartes à ton spectateur, tu en prends 5 pour toi, un set chacun. Le magicien pose en premier sa carte, le spectateur pose la sienne, et là, il y a match, ou alors, je révèle un petit peu, ou alors on continue. C'est un effet super classique, je crois que tout le monde aura reconnu. C'est notamment quelque chose qui a été utilisé. Alors, la référence qui revient le plus souvent parmi les magiciens, c'est espionnage, donc qui est fait aussi avec des cartes ESP, mais il y en a bien d'autres, des tours qui ont été faits sur ce principe. Ce qui est étrange, c'est que, alors que d'habitude, le producteur de Dead Rebels nous donne les sources, pour celui-ci, il n'y a aucune source qui est donnée. Vous me pardonnerez, chers auditeurs, si je me trompe, j'ai pris en référence les informations données par Alakazam pour le AGSP deck, dans lequel ils font mention du nom Ryan's Revenge de Clint Baron. Je dis Baron, vous m'excuserez si c'est Baron. Donc, a priori, c'est lui qui aurait créé ça. Ils appellent ça un peu jazz ESP, jazz magie, parce que il va falloir s'adapter à toutes les situations qui vont se présenter. Exactement. C'est un vrai classique de la magie. On le retrouve dans quasiment tous les jeux ESP qui sortent. On trouve une version de ça, plus ou moins élaborée, plus ou moins twistée, plus ou moins longue. J'ai souvenir que dans le Eclipse deck, c'est pareil. On retrouve cette routine expliquée. Donc, ça fait vraiment partie des bases de ce qu'on peut faire avec un jeu de type ESP, qui pourrait être remplacé par n'importe quelle série de 5 cartes identifiables et en double, qui est quelque chose qui marche toujours très bien avec les
spectateur et qui là permet de le présenter dans un univers différent peut-être. Autant sur The Con, par exemple, j'avais des sorties préférées, c'est-à-dire la première ou la dernière, autant là, toutes les sorties sont bonnes. Si le match se fait à la première carte, le seul petit regret, c'est le fait que tu aurais aimé faire durer un peu les révélations. Si ça se produit à la deuxième, c'est pas mal. Si ça se produit à la troisième, c'est très bien aussi. Et si ça se produit à la quatrième, c'est très plaisant à présenter. Le problème, selon moi, c'est que c'est un tour qui coûte plus de 50 €. On est presque à 55 €. Et ce qui me déçoit, c'est le matériel. Alors, je m'explique. Les cartes, elles sont de bonne qualité. Il n'y a rien à dire. Mais tu sens que ce sont des cartes neuves qui ont été imprimées pour faire vieilles. Et moi, ce que j'aurais aimé, comme pour les jetons de casino, qui avaient cette espèce de lourdeur en main, tu ressentais cette qualité, j'aurais souhaité que ces cartes soient beaucoup plus épaisses, comme les cartes anciennes, qui étaient à la limite presque rigides, mais qui donnent ce sentiment d'être... Des vieilles cartes faites avec des vieilles techno, quoi. Exactement. Peut-être un détail, il y a une des cartes, il me semble que c'est le carré, cette machine rectangulaire, qui est un peu plus jaune que les autres. On ne sait pas trop pourquoi. Esthétiquement, c'est moins joli. Les dos présentent une asymétrie de couleur, c'est-à-dire que la partie supérieure est plus claire que la partie inférieure au niveau des angles. Alors c'est difficile pour les auditeurs parce qu'ils ne le voient pas, croyez-moi sur parole. En revanche, le marquage va se lire plus facilement dans la partie plus sombre. Cette différence de couleur, elle a été voulue parce que ça vous permet de tourner les cartes dans le bon sens. Et oui, parce que contrairement aux cartes ESP, il y a un sens dans ces cartes-là, en fait. Même si fondamentalement, ça n'a aucune importance si les montgolfières, elles apparaissent pas dans le même sens. Oui, Ça gêne pas. c'est pour l'aspect esthétique, en fait. Ah, une petite astuce que j'ai remarqué à force de présenter ce tour, je commence toujours à poser la boussole D'accord. sur la table. C'est mon premier choix. Je choisis avant le spectateur, je mets la Mmh. boussole. Et à 75%, les gens, alors je sais pas si c'est parce que c'est un objet qu'ils connaissent, mais ils vont aussi poser la boussole. Voilà, ça c'est un petit truc dont je me suis aperçu à force de le présenter. Et alors ça marche pas à tous les coups évidemment, hein. Et tant mieux d'ailleurs, parce que le plaisir quand vous présentez aussi cette routine, c'est de vous adapter. Il y a ce petit challenge qui est un petit peu excitant. Si ça fonctionnait automatiquement, ça serait pas amusant. Mais si vous voulez essayer de réussir votre tour du premier coup, alors peut-être choisissez la boussole en premier. Moi, sur les tours de ce type-là, puisque c'est un tour que je pratique beaucoup, pour le coup, ce matching de cartes ESP, je fais plusieurs phases. En fait, je fais une première phase où je demande au spectateur de poser sa carte en premier. Et donc, il pose sa carte, puis je pose la mienne, puis il pose sa carte, puis je pose la mienne. Et ce qui fait que j'ai une première phase où je peux en faire une, deux, trois, cinq si je veux, peu importe. Là, c'est facile, puisque comme je sais la carte qu'il a posée, je vais poser la bonne carte. Je sais grâce au marquage, bien entendu, je vais poser la bonne carte. Et du coup, ça permet au spectateur de me dire oui, mais peut-être que tu vois, tu as un complice, tu as quelque chose, donc on peut Mhm. imaginer une deuxième phase. Je dis ok, très bien, du coup, voilà, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais d'abord poser une carte et tu vas voir que je vais pouvoir prédire à l'avance. Et du coup, je le refais une deuxième fois, mais avec moi qui pose ma carte en premier. Donc ça fait une deuxième étape. Et si pour une raison X ou Y, le match se fait dès la première carte, ce qui peut arriver dans un nombre non négligeable de fois. C'est-à-dire Ouais, que c'est ce vrai. que tu disais, moi je sais que quand je le fais avec des cartes ESP, je pose toujours l'étoile en premier. Qui Et c'est correspond vrai à que la boussole, ouais. qui correspond à la boussole, mais l'étoile est une carte qui est souvent posée en première. Et bah, du coup, je vais avoir un match. Et à ce moment-là, pour pouvoir faire une troisième phase, je lui fais, je te propose qu'on le refasse, mais un peu différemment. Et du coup, on le refait. Et en général, quand on le refait, c'est rare d'arriver deux fois de suite à faire un match sur la première carte. C'est possible, mais c'est plus compliqué, ouais. Et à ce moment-là, du coup, ça me permet de faire une, deux, trois, quatre, en fonction de comment se déroule le tour, sur une troisième phase. Donc j'arrive à faire finalement trois phases avec une montée crescendo dans la difficulté perçue par le spectateur, qui aurait pu être une fois, j'ai une info d'un spectateur, une autre fois, c'était un coup de chance, la troisième fois, si j'arrive à le faire sur trois, quatre ou cinq cartes, c'est plus un coup de chance, c'est vraiment un pouvoir que j'ai. Donc dans les faits, on peut le faire plusieurs fois. Et pour ceux qui s'intéressent à
à pouvoir aller plus loin et différemment. Vous avez une très très belle version de ce matching USP dans le livre A Piece of My Mind Michael Murray. de Michael Murray, exactement, qui reprend, on va dire, le concept de base et amène quelques petites subtilités hyper intéressantes. Donc voilà, si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez aller voir dans ce livre qui est une mine d'or d'ailleurs pour tous les mentalistes. Ça fait partie des ressorties en français? Ça fait en effet partie des ressorties en français et c'est la routine qui a été traduite sous un nom qui n'est pas du tout conforme à l'original, qui s'appelle Réflexion de Michael D'accord. Murray. Et donc, si vous achetez cette version française, vous aurez donc la version de Michael Murray fournie en français avec un set de cartes ESP Origin, mais vertes, puisque c'est des cartes qui ont été faites exprès pour ce livre-là. La routine d'origine, pour ceux qui ont le livre d'origine, s'appelle Tattle Tailed et est dans le livre de Michael Murray, A Piece of My Mind. Une question par rapport à ce que tu as évoqué là. Lorsque tu laisses le spectateur poser les cartes avant toi, tu t'arrêtes à combien de cartes? Tu vas jusqu'au bout ou Non, en général, j'en fais 2. Je fais 2 cartes. Il me pose sa carte, je pose la mienne. Il me pose sa deuxième carte, je pose la mienne. On révèle, hop, ça match. Et je lui dis, bon, je pourrais avoir été aidé par quelqu'un. Ce que je te propose, c'est qu'on fait l'inverse. C'est moi qui pose mes cartes en premier et je vais influencer ton choix parmi tes 5 cartes. Et là, en général, il y a un peu le challenge de comment est-ce qu'il va faire pour m'influencer, puisque là, j'ai le choix de faire ce que je veux, en fait. Et je le fais monter comme ça. Donc, en général, j'en fais que 2. Et puis, ça me permet, s'il y a match direct, de passer à la 3e phase. S'il n'y a pas match, du coup, d'arriver à avoir une montée avec plus de cartes après. Ouais, bah écoute, en tout cas, pour conclure sur ce tour, c'est pas que je suis complètement déçu parce que, bon, le matériel est quand même assez joli. En tout cas, pour les tuyaux à cigarettes, c'est assez joli et c'est assez résistant. Ça fait pas toc chinois, en tout cas. Il y a une gravure à l'intérieur, je sais pas ce que ça représente. J'ai pas l'impression que ça fasse très époque, mais c'est quand même assez robuste. Donc de ce point de vue-là, ça va. Mon plus grand regret, c'est vraiment sur la qualité des cartes. Et puis autre chose aussi, parce que tant qu'à avoir apporté un nouveau principe, tant qu'à donner une carte de visite, j'aurais aimé que, voilà, il y a une adresse derrière, hein, 122 Gover Street, j'imagine, London. Bon, ok, bien. Pourquoi ne pas avoir saisi l'occasion de mettre une révélation ou un élément? Tu vois ce que je veux dire? D'utiliser Ouais, le c'est vrai. matériel pour cacher quelque chose. D'ailleurs, j'avais même pensé à un moment, au dos de la photographie, de mettre une prédiction, pourquoi pas? D'accord, ouais, ça aurait pu, ouais, c'est clair. De s'être contenté de ce principe et de l'avoir maquillé, quelque chose d'ancien, ça a été cédé à la simplicité. Et d'ailleurs, pour le prix, je me demande pourquoi ne pas avoir fourni plus de cartes, Oui, on aurait pu imaginer un jeu complet de cartes. te permettant de faire d'autres tours avec ces cartes. Ouais, Comme c'est vrai. un tour classique de l'horloge. Et là, je me serais dit, bon, ok, c'est pas tout à fait la qualité que j'aurais attendue, mais il y a le matériel en conséquence. Parce que des routines avec 10 cartes, il y en a, ça existe, mais il y en a pas Mmh beaucoup. mh. Ouais, c'est vrai. On est vite limité effectivement avec seulement 10 cartes, ouais, c'est clair. Voilà, bah écoute, enfin, je sais pas si tu as d'autres questions sur cet objet. Non, mais je pense que c'est un joli tour, une nouvelle fois, je pense que ça fait partie vraiment de la signature de Dead Rebel, c'est-à-dire de prendre un classique, de l'emmener dans un univers très différent, de fournir un matériel, qualitativement intéressant parce que mine de rien, même si, les cartes restent des cartes, le fait d'avoir un étui à cigarette, le fait d'avoir une photo, le fait d'avoir une lettre, tout ça plutôt bien produit, bah, ça reste une signature, de Dead Rebel. Ça permet d'avoir, voilà, un univers un peu cohérent entre tous leurs tours. Après, bah, effectivement, peut-être que sur celui-ci, ça méritait d'aller voir encore un peu plus loin sur la production des cartes, mais ça reste un bon effet. Ça reste un effet, Ah oui. assez fort, qu'on peut faire et refaire parce que c'est le genre de choses que les gens vont avoir envie de revoir, sans que ça pose de problème. Et d'ailleurs, non, alors c'est le type d'effet qui est pas conseillé de refaire à la même personne.
Ah non, pas la même personne, ouais, ouais. Je vais peut-être t'apprendre un truc parce Ouais. que je viens de faire la recherche, en direct. Au 122, Gower Street à Londres, tu as un bâtiment qui s'appelle le Cruciform Building, Ah! qui vu du ciel est un cruciforme. Ah, mais ça, c'est intéressant par contre, tu vois? Le truc, c'est qu'ils n'en parlent pas dans les explications. Mais peut-être qu'ils ont pas pensé à enfin, ou ils ont pas voulu le dire, laissant les gens chercher, faire leurs propres recherches, dira-t-on. Mais effectivement, au 122, Gower Street à Londres, tu as le Cruciform Building. Alors, bon, je sais pas si c'est très facile, à amener comme révélation, mais en tout cas, c'est assez bluffant. Pour info, tu as une version de ce tour qui n'est vendue qu'aux États-Unis, qui a remplacé en fait les éléments que tu as en carte par des éléments zoologiques. Donc ce sont des éléments de type animaux qui sont sur les cartes à la place des éléments que tu vois sur les tiennes. Alors effectivement, c'est vrai, parce que je l'avais vu et cette version je crois elle est en rupture. En revanche, ils vont sortir un jeu avec des animaux. Oui, j'ai vu passer ça, ouais. Ils ont sorti même un duo de jeux dans une poche en cuir, un peu la même que celle qu'ils ont utilisée pour un de leurs tours, avec deux jeux purement zoologiques. Ils ont préféré cette histoire d'objets rappelant les choses ESP parce que après tout, même si les objets rappellent les symboles ESP, il y a aucune nécessité à ce que ça soit des symboles ESP. Si ce Ah oui, n'est peut-être pour les retenir plus facilement. Mais c'est intéressant parce que peut-être que ça pourrait, permettre, en imprimant des documents modernes, de construire une histoire, autour de cette adresse. ouais, à mon avis, il y a peut-être un truc à faire, ouais. Bon, eh bien, Olivier, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire à nos auditeurs ce soir. Il y avait peut-être pas de quoi faire de grandes économies aujourd'hui, mais il y a de quoi faire de la belle magie. Et ça, c'est aussi la raison pour laquelle on fait ce podcast, vous proposer des choses qui permettent de faire de la belle magie à vos spectateurs. Et dans des univers différents. Et dans des univers modernes, des univers anciens, des univers cartomagiques classiques, il y avait vraiment de tout. On espère que cet épisode vous a plu. On vous encourage à en parler autour de vous, à nous envoyer des messages, à nous laisser des commentaires. Pourquoi pas une note sur votre plateforme de podcast préférée. En tout cas, tout ce que vous pourrez faire pour nous faire connaître nous aidera et nous donnera encore un peu plus de motivation à sortir un épisode 23 qu'on enregistrera très très bientôt. En tout cas, on vous dit à tous merci pour le temps que vous avez passé en notre compagnie et pour le temps que vous prendrez à nous faire connaître à vos amis magiciens. Et puis on vous dit à bientôt. Et à bientôt, Olivier. À bientôt, Vincent. Bonne soirée à tous.